Bonjour à toutes et tous. Nous allons commencer. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour le quatrième rendez-vous de l'incubateur du programme Engagé pour la qualité du logement de demain. Ce premier cycle de 6 webinaires vous est proposé jusqu'au 9 juillet à l'heure du café par l'Europe des projets architecturaux et urbains qui opère le programme Engagé pour la qualité du logement de demain et la Banque des territoires. Donc, pour rappel, le programme Engagé pour la qualité du logement de demain rassemble 97 projets lauréats depuis 2022, portant tous des ambitions en matière de qualité d'usage dans le logement, en conciliant les impératifs de sobriété écologique et d'excellence architecturale, urbaine et patrimoniale. Parmi ces 97 lauréats, 20 ont été sélectionnés pour être spécifiquement accompagnés dans le cadre de l'incubateur du programme. Cet incubateur propose de lever les freins et les blocages à la conception et à la production de logements abordables et de qualité, afin que d'éventuelles solutions juridiques, techniques et opérationnelles puissent être identifiées et expérimentées dans un objectif de réplicabilité des démarches innovantes. Donc, ce cycle propose donc de vous présenter les 6 premières conclusions thématiques issues des travaux de l'incubateur du programme. Nous avons déjà parlé dans les précédentes semaines des espaces partagés dans les opérations du logement, du réemploi, du montage juridique et financier pour une association afin qu'elle développe une opération immobilière intergénérationnelle. Et nous abordons aujourd'hui le sujet du portage de projets d'habitat participatif, avec notamment un focus sur les coopératives. Donc, pour aborder ce sujet, nous sommes ravis d'accueillir Hélène Terla, directrice de mission, et Sophie Texera, consultante juridique, toutes deux à la CET, ainsi que Candice Savoya, coopératrice du projet lauréat COP Étoile à Ambilly dans l'agglomération d'Annemasse. Donc, avant de leur laisser la parole, petite précision pratique pour le bon déroulé du webinaire. Nous allons commencer par un petit quiz pour tester nos connaissances. Puis je laisserai la parole à nos intervenantes et nous laisserons ensuite la place à un temps de questions pour répondre, qui seront répondues par les intervenantes. Donc, n'hésitez pas au fil de l'eau à poser vos questions dans le chat. Je les rassemblerai à la fin de leurs interventions. On va commencer par un quiz que va nous lancer Léo. Il vous suffit de vous connecter au lien que je vais vous mettre immédiatement dans la barre de chat. Hop. Il vous suffit de cliquer là. Alors, c'est parti. Si vous arrivez à vous connecter, on commence. Alors, la première question est: quel pays a la plus grande proportion de coopératives d'habitants? Vous avez 4 choix: la Suisse, la Norvège, l'Allemagne ou la France. C'est à vous de voter. Alors, manifestement, l'Allemagne et la France ne sont pas parmi vos choix. Et donc, quelle est la bonne réponse? Pardon. Excusez-moi. Donc, la bonne réponse était la Norvège. Donc, beaucoup de gens ont pensé que c'était la Suisse, mais non. Il y a quand même en Norvège plus de coopératives qu'en Suisse. Deuxième question. Combien y a-t-il de logements issus de coopératives d'habitants en France? Vous avez encore à nouveau 4 choix: 90, 900, 9000 ou 90 000. Et effectivement, si vous n'arrivez pas à vous connecter sur la plateforme Wooclap, vous pouvez évidemment répondre dans le chat. Alors, quelle est la bonne réponse, Théo? Là, pour le coup, vous tombez juste avec 60% de bonnes réponses. Il y a effectivement 900 logements aujourd'hui issus de coopératives d'habitants. Donc, la dernière question: qu'est-ce qu'une coopérative d'habitants en France? Est-ce un organisme sans but lucratif ayant pour objectif de fournir des logements au meilleur prix, en général, prioritairement, voire exclusivement à ses membres? Ou alors, est-ce une société d'habitat participatif ayant pour objet de fournir la jouissance d'un logement à titre de résidence principale à leurs associés personnes publiques ou de contribuer au développement de leur vie collective? Ou enfin,
S, une société dont le capital est constitué des parts sociales souscrites par les membres. Les locataires coopérateurs doivent déposer entre 5 et 10% de la valeur de leur logement. Qu'en pensez-vous? Un seul choix possible. Donc, c'est assez partagé. On a 50% pour la deuxième solution, 60%, ça monte, et 20% pour la première et la troisième. Léo, quelle est la bonne réponse? En effet, c'est bien la deuxième solution qui est la bonne définition de la coopérative d'habitat en France. Ça me permet, merci pour votre participation, ça me permet de passer la parole à Hélène et Sophie pour enchaîner justement sur un petit focus sur les coopératives. Bonjour à tous. Alors oui, la CET a co-rédigé la note en cube qui a été publiée en octobre dernier et relative aux enjeux de portage des projets d'habitat participatif. Et plus particulièrement, on a eu la chance d'accompagner 4 projets lauréats de l'AMI Logement de demain, dont 2 d'entre eux étaient de manière plus ou moins avancée constitués en coopérative d'habitants. Donc, le projet porté par la COP Étoile concernait un immeuble d'une vingtaine de logements avec logement social et qui s'inscrivait donc dans une ZAC sur la commune d'Ambilly sur Annemasse-Aglo, et le projet 23 Aner dans un village des Hautes-Pyrénées. Donc la note en cube constitue une consolidation des enseignements tirés de ces accompagnements et permet à ce que tout un chacun qui souhaiterait se lancer dans l'aventure de l'habitat participatif puisse en appréhender au mieux les enjeux. Donc, l'objectif de ce webinaire pour nous, c'est de vous présenter rapidement cette note en rappelant à chaque fois sur la gauche des slides les questions auxquelles la note tente de répondre au mieux et d'apporter des réponses donc en l'état actuel du droit et des projets qu'on a pu accompagner sur les projets d'habitat participatif. Donc, comme évoqué, la note en cube prend exemple de 2 projets constitués en coopérative. La coopérative d'habitants a été créée par la loi ALUR et consacrée dans le Code de la construction et de l'habitation. Nous en avons repris certains points dans la slide que vous avez actuellement sous les yeux et bien sûr donc dans la note. Donc juste en quelques mots, donc la coopérative d'habitants, c'est la forme sociale la plus aboutie en matière de propriété collective, dans la mesure où c'est la coopérative qui, en tant que société, sera propriétaire de l'immeuble. Et pris individuellement, les habitants de l'immeuble, qui sont associés, coopérateurs, ne disposent que d'un droit de jouissance sur le logement qu'ils occupent. On peut passer à la suivante. Donc, cette forme de société pour laquelle est encore manquante la publication des décrets d'application, elle présente de nombreux avantages qui sont guidés par des principes d'égalité, de transmissibilité, de cohésion de groupe. En effet, les coopératives d'habitants se caractérisent notamment par une gouvernance égalitaire où chaque foyer détient une voix, quel que soit son niveau de participation au capital. Le niveau de participation au capital ne définit pas non plus la taille du logement. L'effort d'animation attendu de la coopérative exige également que les personnes qui souhaitent rejoindre la coopérative soient agrégées par l'ensemble des coopérateurs déjà associés. Et donc, ensuite, on a, je dirais qu'au même titre que nombre d'entre nous souhaitons devenir propriétaires pour pouvoir transmettre un bien immobilier un jour à nos enfants, les coopérateurs peuvent transmettre leur part sociale à leurs ayants droit. Les autres associés s'assurent à cette occasion de la pérennité de leur projet, puisque
ils peuvent voir des logements qui étaient occupés par des enfants ayant grandi dans cet écosystème participatif, donc qui reprennent le logement. Si les parts ne sont pas transmises aux ayants droit, elles peuvent aussi être cédées après une éventuelle plus-value qui est encadrée avec l'indice des références des loyers notamment. Le coopérateur sortant peut proposer un nouvel associé à l'occasion de cette cession et donc il sera à nouveau étudié par les autres associés coopérateurs. Donc ce sont quelques avantages qui sont listés là, qui attirent des porteurs de projets d'habitat participatif à se constituer en coopérative. Donc on va le voir ensuite d'autres caractéristiques. Super. Merci Hélène. Du coup, outre ces intérêts qui amènent à la constitution de coopératives d'habitants, on observe que dans la pratique, ces coopératives d'habitants connaissent des obstacles qui sont dus essentiellement à la composition même de leur capital, dans la mesure où dans les coopératives d'habitants, on retrouve exclusivement ou à minima essentiellement les futurs habitants du projet qui est porté. Ce n'est que à titre subsidiaire que à hauteur maximum de 30% du capital, on pourra retrouver des personnes morales au sein du capital d'une coopérative d'habitants. Et ces personnes morales en question, elles sont limitativement énumérées. On y retrouve généralement les bailleurs sociaux. Lorsque l'on est sur une coopérative d'habitants sans bailleurs sociaux, on se rend compte d'une chose essentielle, c'est qu'on est sur une véritable absence de compétences en matière de construction et de gestion immobilière, qui peut faire vraiment défaut dans les coopératives d'habitants, alors que dans le même temps, la dynamique des coopératives d'habitants impose que les futurs habitants du lieu de vie soient amenés à participer tout le long, que ce soit de la construction à l'animation de l'immeuble qu'ils occuperont. C'est notamment à cette difficulté que la SET a été saisie à l'occasion du projet de la Coupe Étoile, dont l'actionnariat était composé seulement des futurs habitants avec des coopérateurs qui par ailleurs restaient à être trouvés au moment de notre accompagnement. Donc, si les coopératives d'habitants, et on le voit sur la slide suivante, c'est une invention de la loi ALUR, les contrats qu'elles peuvent mobiliser en matière d'externalisation de la maîtrise d'ouvrage, ce sont des contrats que l'on retrouve classiquement en droit privé, et notamment le contrat de promotion immobilière ou encore la vente en l'état futur d'achèvement. Le choix entre ces deux montages, il dépendra essentiellement du degré d'externalisation de la maîtrise d'ouvrage qui sera souhaité, en sachant qu'en VFA, on est vraiment au maximum de cette externalisation dans la mesure où la coopérative d'habitants, elle se porte cette fois-ci non pas constructeur, mais acquéreur de son lieu de vie. En pratique, c'est vraiment des contrats parallèles qu'on va venir annexer au contrat principal, que ce soit une VFA ou un contrat de promotion immobilière, qui vont apporter cette dynamique participative au moment du chantier et de la création de l'immeuble. Le second grand obstacle qu'on peut voir observer au niveau des coopératives d'habitants, c'est que c'est un modèle qui souffre d'un manque de visibilité et de lisibilité, dans la mesure où ça reste une forme juridique qui est peu connue et parfois mal appréhendée de l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le cadre d'une opération immobilière, ce compris les établissements bancaires, alors même qu'ils sont indispensables à la naissance d'un projet en habitat participatif. En effet, les parts sociales qui sont souscrites par les habitants coopérateurs constituent en réalité l'apport de la coopérative d'habitants au moment de sa souscription d'un ou le plus souvent, de plusieurs emprunts qui sont nécessaires au lancement de l'opération et qui sont quasi systématiquement la part d'emprunt majoritaire dans le bilan financier de l'opération. Or, on observe que cet apport, il peut être relativement faible en considération du fait que le plus souvent, au moment de la souscription de l'emprunt, tous les futurs habitants de l'immeuble n'ont pas encore été trouvés. En prenant également en considération, comme dit précédemment, qu'on n'a pas souvent des bailleurs sociaux qui entrent au capital d'une coopérative d'habitants
et que par ailleurs, les subventions classiques en matière de logement, sauf à considérer les prêts logements sociaux si la programmation en prévoit, ne visent rarement les coopératives d'habitants comme bénéficiaires potentiels. L'appui des collectivités, quant à lui, il est envisageable et il peut être un atout véritablement non négligeable. Dans le cas de la coupe étoile, mais je laisserai Candice Savoyard en donner plus ample détail. Annemasse Aglo, c'est Annemasse Aglo qui est vraiment à l'initiative de la création de la coupe étoile, car elle avait identifié un foncier au sein de sa ZAC étoile et elle a lancé un appel à projet pour la constitution d'un groupe d'habitants pour la réalisation d'un immeuble coopératif d'une vingtaine de logements. Et plus encore, Annemasse Aglo avait prévu initialement de conclure ce que l'on appelle un bail de longue durée inversé à cette coopérative d'habitants qui, sur le papier, pouvait être assez facilitante car elle permet concrètement un paiement différé du prix du foncier. Mais la question de la gestion foncière par la coopérative d'habitants est à nouveau plus amplement abordée dans la note en cube que je vous laisserai le temps de regarder plus amplement. La dernière slide chez nous, on va dire, c'est vraiment, c'est aussi par ça que se termine la note en cube. C'est un report des étapes clés à suivre pour le lancement d'un projet participatif. Bon, n'hésitez pas à prendre connaissance de l'intégralité ou de poser des questions, soit à nous, soit à Candice, qui vous fera aussi un retour de ces étapes clés, des éventuelles étapes supplémentaires qu'ils ont pu rencontrer. Donc, les étapes clés, on est bien sûr au démarrage sur l'initiative, la communication autour du projet, la définition d'un projet commun, le choix de la forme juridique adaptée au projet. Donc, est-ce qu'on est sur une création de coopérative ou sous forme de SCI ou de SAS? Quelle typologie d'acteurs associés? On le voyait sur les exemples. On avait à la fois l'agglo, la commune, des associations. On peut avoir aussi des organismes HLM. Il y a la grosse question de la recherche du foncier qui est un gros sujet pour les coopératives. La recherche des subventions nationales, européennes, plus locales avec le soutien de certaines collectivités territoriales. L'établissement du mode de conception et de construction, ce qui est également un sujet d'actualité chez nos collègues de Copétoile. La définition d'une éventuelle charte commune, d'un mode de contractualisation avec les futurs habitants, et puis le partage sur le projet de vie au long terme, sur les modalités de sortie, sur les modalités d'entrée dans le projet, le cas échéant. Voilà, donc là, c'était vraiment sur les parties, on va dire, assez générales sur l'habitat participatif et sur les coopératives. Donc, je laisse la parole à Candice sur son retour d'expérience. Bonjour. Bonjour. Alors, effectivement, comme ça a été souligné en présentation, la particularité de la COP Étoile, c'est qu'on a répondu à un appel à projet qui a été lancé par la communauté de communes Annemasse Aglo en 2017. Et donc, suite à cet appel à projet, un groupe d'habitants qui ne se connaissaient pas forcément a créé une association pour pouvoir répondre et a été accompagné tout le long par l'agglomération d'Annemasse. Qui est donc, juste pour resituer, dans une zone frontalière à proximité de Genève, et donc une zone en forte tension sur l'immobilier, que ce soit en termes d'acquisition ou de location, avec des conditions d'accès au logement qui sont très complexes, des écarts de revenus importants, avec justement la proximité de la Suisse, qui est, comme on l'a vu dans le quiz, est quand même un pays où la coopérative est assez développée et ancrée aussi dans les mentalités. Et donc, cet appel à projet s'est inscrit dans le cadre d'une ZAC qui est sur 3 communes de l'agglo, dont la commune d'Ambilly, où est situé le lot de la coopérative.
Et l'idée, c'est de faire 20 logements en respectant les 3 tiers de la ZAC, c'est-à-dire un tiers en logement social, plafond de revenu PLS, un tiers dit intermédiaire et un troisième tiers en libre. Et donc, pour l'accès au foncier, dans le sens où on n'a pas eu à chercher un terrain puisqu'il avait été réservé dans cette ZAC. Par contre, ce qui a été complexe et long dans le process, c'était les conditions d'accès à ce foncier pour pouvoir construire et faire émerger la coopérative. Et puis, à côté de ça, on a été accompagné par différents personnes, en fait, enfin différentes structures, dont des professionnels de la construction, des AMO, le CAUE de Haute-Savoie, etc. Et c'est vrai que ça a été souligné aussi dans la présentation de l'ASSET. La particularité d'un groupe d'habitants, c'est qu'il n'y a pas forcément la compétence de la construction. Et que nous, on a eu assez en amont du projet, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient architectes ou qui étaient dans le domaine de la construction. Voilà, le fait de la vie du projet fait que les personnes membres évoluent au cours de l'avancée du projet. Et malheureusement, c'est aussi des capacités et des compétences qu'on a pu perdre. Mais de toute façon, on a un peu cette obligation de s'encadrer professionnellement par des personnes qui nous suivent, et notamment pour le montage financier et l'accès au foncier. Aujourd'hui, on n'est pas au complet sur le groupe, donc sur les 20 logements, mais on est en phase toujours d'intégration de nouveaux coopérateurs et coopératrices. Et on a réglé finalement le dossier d'accès au foncier, puisque la coopérative va acquérir le terrain, ce qui n'était pas envisagé à l'initiative du projet, puisque dans l'appel à projet d'Annemasse Agglo, il s'agissait d'un bail longue durée, effectivement, et non pas du bail à l'envers que nous, on a essayé de conclure en fait avec la commune. C'est-à-dire qu'à un moment, on estimait que ça fragilisait la vie de la coopérative, de ne pas savoir ce qui se passait à l'issue des 99 ans du bail emphytéotique pour les coopérateurs qui seraient habitants à ce moment-là et pour l'avenir de la coopérative. Et donc, une manière pour nous de sécuriser le projet et notamment son aspect non lucratif, qui est un des fondements, était que la coopérative devienne propriétaire du bâti à l'issue du bail, ce qui a été accepté par la commune, mais qui a donné des complications dans le taux en fait d'annuité et l'étalement de la charge foncière sur la vie de la coopérative, qui finalement n'était pas du tout viable et sur lequel on n'a pas trouvé d'accord et qu'on a été bloqué par un avis des domaines. Donc finalement, on est revenu à un scénario qui n'était pas envisagé au début, mais qui a simplifié les choses à l'heure actuelle, qui est l'acquisition en direct au promoteur de la ZAC, enfin à l'aménageur de la ZAC, qui est Urbanera, filiale de Bouygues Immobilier. Et donc, on est actuellement en train de rédiger une promesse de vente. Et je voulais dire aussi que par rapport au juridique, en fait, nous, on est une SAS coopérative, donc une société par action simplifiée coopérative loi 47, qui est aussi un modèle qui nous a permis d'être le plus proche de la coopérative et qui a été en fait indiqué par l'appel à projet d'Annemasse Agglo. C'était donc une des options qu'on devait suivre pour pouvoir monter le projet. Et donc c'est la SAS qui porte le foncier et qui va être en charge de la construction. Et donc les coopérateurs, eux, accèdent à des parts sociales qui leur permettent l'accès à un logement pour lequel ils payent une redevance mensuelle. Et dans cette redevance, il y a une part d'épargne qui vient alimenter un compte courant d'associés. Et donc, cette épargne, au même titre que les parts sociales
libérés au début donnent des droits, comme on l'a dit, à une transmission et surtout à être récupérés lors du départ des coopérateurs de la coopérative. Et pour le montage financier dans son ensemble, donc c'est exactement ce qui a été démontré, c'est-à-dire que l'apport principal, il va être en emprunt, qui est aussi complexe pour nous aujourd'hui dans la situation économique actuelle. Et pour tout ce qui est recherche de subventions nationales ou européennes, c'est vrai que là, c'est vraiment un dossier où nous, on a des lacunes et qu'on a eu du mal à identifier les subventions qui peuvent nous être attribuées, et que c'est aussi beaucoup de travail et d'énergie pour aller chercher ces financements, en plus de stabiliser un modèle économique et d'aller chercher les financements classiques auprès des banques, que ce soit sur des prêts PLS ou sur les prêts libres. Aujourd'hui, on a une avance remboursable de l'agglomération pour pouvoir justement lancer des frais, notamment tout ce qui a été études au niveau du bâti et des architectes, qui est donc un prêt à taux zéro, en attendant d'avoir un financement par les banques. Et on a donc un apport en fonds propres qui doit être au minimum à 20% de la part des coopérateurs, ce qui aussi malheureusement limite dans les possibilités d'accès en fait et de recrutement, qui peut être un obstacle à l'entrée à la coopérative. Et qu'est-ce que je peux rajouter? On a aussi une garantie d'emprunt sur les logements PLS, donc environ un tiers de nos logements de la part de la collectivité. Nous, on n'a pas pu s'adosser à un bailleur social. Pareil, c'était dans le contrat de départ pour la gestion de ces logements sociaux. Donc, on va être, la SAS va avoir l'agrément pour pouvoir organiser la gestion et la location. Et on n'a pas pu non plus avoir d'espaces commerciaux dans la coopérative. Donc, c'est-à-dire que il n'y a pas de modèle économique à ce niveau-là, et qu'on a des espaces communs qui sont partagés, comme une salle commune qui sera amenée à être ouverte sur le quartier et à être occupée plutôt de manière associative et ponctuelle à l'échelle de la vie du quartier. Candice, si je peux me permettre peut-être juste que vous puissiez apporter quelques éléments de précision. La première chose, c'est est-ce que vous avez, par rapport à ce qui a été présenté par Sophie tout à l'heure dans le tableau, choisi un mode un mode de contractualisation CPI ou VFA? J'ai deux, trois questions, je vais comme ça. Peut-être justement vous avez indiqué là qu'il y avait un tiers de PLS. C'était une des questions peut-être que je voulais que vous précisiez sur dans les 20 logements, quel type de produit vous aviez en termes de logements abordables, et peut-être une précision aussi sur la possibilité d'avoir un rez-de-chaussée actif et pas de bailleur social pour porter les PLS. Est-ce que c'était dans le cahier des charges de la ZAC, ou c'est que vous n'avez pas trouvé d'opérateur pour à embarquer dans le projet de coopérative? Voilà, en vrac. Ok, alors dans l'ordre, la question du mode de construction, donc CPI ou VFA, elle s'est posée longuement. Finalement, on a choisi de partir avec un opérateur en CPI qui permettait à la coopérative de rester plus proche et plus présente du projet pendant la phase de construction, et qui permettait aussi de limiter les coûts. Et voilà, et en tout cas, c'est vrai que sur les différentes offres qu'on a pu avoir, c'est ce qui semblait le plus proche du mode coopératif et le plus abordable en termes de prix. Ensuite, pour le tiers PLS, en fait, nous, donc on a 20 logements du T2 au T5. Après, on a une surface de plancher qui est assez limitée, donc on a travaillé
la granulométrie avec notre équipe d'architectes. Et en fait, on a décidé d'attribuer les logements sociaux et de les cibler en fonction des personnes qui étaient déjà dans le projet au départ. Et puis ensuite, de les estimer en fonction des appartements qui restaient pour avoir des surfaces et des typologies d'appartements assez cohérentes. Et pour le rez-de-chaussée actif et le bailleur social, effectivement, c'était dans le cahier des charges de l'ASAC. Donc, c'est vraiment les règles qui nous ont été données dès le départ. Là, aujourd'hui, se pose la question de travailler avec un bailleur social en scénario de reprise des logements sociaux au cas où la coopérative ne puisse pas, pour telle ou telle raison, aller jusqu'au bout de l'exploitation de ces logements sociaux. Et ça, c'est un scénario qui nous est demandé d'explorer par l'agglo pour sécuriser le projet, notamment auprès des instituts bancaires. Et c'est ce qui se fait, en tout cas, ce qui revient à se faire aujourd'hui à l'échelle de la métropole de Lyon, d'avoir ces contrats en fait de rachat sur le logement social pour les coopératives qui ne seraient pas dès le départ adossées à un bailleur. Et aujourd'hui, là, ce que vous disiez, c'est que vous avez une garantie de l'agglomération d'Annemasse à 100% sur le prêt PLS. Ouais, il y a eu la question pendant longtemps de l'étendre auprès des logements intermédiaires, mais a priori, ils rentreront pas en matière là-dessus. Merci. Peut-être un élément, je pense, ça me fait pas penser à l'autre coopérative dont on a parlé tout à l'heure, le 23 ANR, qui pour le coup est sur le modèle de maîtrise d'ouvrage directe de la coopérative. Il mentionnait dans le chat quelques éléments complémentaires que je vous livre. Donc, la coopérative peut engager un AMO conduite d'opération avec une assurance décennale par rapport à ce qui avait été dit tout à l'heure, et la possibilité d'APL sur les conventions PLS qui vont aussi du PLS dans cette opération. Je ne sais pas si vous voulez compléter peut-être Sophie et Hélène sur suite aux différents éléments qui ont été présentés par Candice et les rajouts du 23 ANR. Pas forcément d'ajout supplémentaire. C'est un... Ok. En tout cas, un projet qu'on a moins suivi, c'est peut-être là, c'était la 7 également, c'était des collègues sur le 23 NER. L'une comme l'autre, on est un petit peu moins au fait de ce qui s'est passé là-bas que de ce qui s'est passé sur Annemasse. Désolée. Peut-être un petit mot de mise en perspective à l'échelle du programme engagé pour la qualité du logement de demain. Il y a plusieurs coopératives qui sont lauréates dans le programme. Elles n'ont pas toutes été incubées. En revanche, elles se sont toutes posées les mêmes questions, avec des questions préalables, comme vous l'indiquez, de montage, de statut qui peut en fonction du choix du statut, bloquer certains montages par la suite. Donc ça a été des sujets importants. Et puis aussi, comme le disait Candice, des projets qui sont enthousiasmants mais un petit peu longs aussi. Et donc du coup mais c'est pas que le cas des coopératives, c'est dans l'ensemble des projets d'habitat participatif. Parfois des gens qui rentrent et qui repartent de l'aventure. Ce qu'on a aussi constaté, et ça s'est cumulé avec la conjoncture actuelle, c'est comme le disait Candice, l'accès au prêt qui s'est quand même tendu à partir de l'année 2023, et et encore plus pour les coopératives, avec une présence de la collectivité indispensable pour garantir les prêts et appuyer aussi
le projet auprès des institutions bancaires. Et ça, c'est quelles que soient les régions, quelque chose qu'on a pu constater sur l'ensemble du territoire. Alors, je ne sais pas si les participants ont des questions. Je n'en vois pas pour l'instant. Du coup, peut-être moi une petite question calendrier à Candice là. Donc là vous vous apprêtez donc à signer une promesse de vente et c'est déjà un bon jalon opérationnel. Comment s'organise le calendrier par la suite? Alors, effectivement, on s'apprête plutôt à rentrer en matière sur l'écriture, sur déjà la rédaction de la promesse. Et puis, le fait est que pour avoir dans notre modèle économique, en fait, l'accès au foncier direct par la cession, donc par l'achat, ça a impacté notre business plan de base, qui fait que la charge foncière, du coup, elle va être sur 30 années d'un prêt au lieu des 99 ans du bail, comme on l'avait espéré au départ. Et donc, une des pistes d'économie qu'on a trouvées pour pouvoir aller dans ce sens et acheter le foncier, c'était de changer de mode constructif et donc de sortir de la construction bois qui avait un coût pour construire en béton, ce qui demande une reprise des plans et des études et donc qui demande du temps et de se mettre d'accord aussi sur un montant et un budget pour ces reprises d'études. Donc pour le moment, on est en négociation avec notre équipe d'architectes sur ces questions-là. Et donc c'est toujours le principe de la coopérative, c'est qu'on avance mais on recule et on avance et on recule et malheureusement tout ne se fait pas de manière linéaire et aussi vite qu'on l'aurait espéré. Et en plus de ça, depuis en fait donc l'appel à projet a été lancé en 2017. Le choix de la maîtrise d'ouvrage s'est fait en 2020. Et depuis, en fait, on est passé sur la RE 2020 et pas la RE 2012. Donc, de toute façon, on est obligé d'avoir une reprise d'études pour aller chercher les labels énergétiques qui sont demandés au niveau de la ZAC. Donc là, on repart quand même sur une phase avant projet, avant dépôt de permis qui était pourtant prête il y a pas longtemps en arrière. Ok, merci pour ces informations. On espère que ça va tout de même avancer dans le bon sens, même si c'est pas linéaire. Peut-être quelques informations aussi de l'autre projet qu'on évoquait tout à l'heure, donc le 23 ANR, pour le coup qui est à une étape ultérieure dans le projet, avec une consultation des entreprises entre septembre et décembre. Le collectif a fait tout un travail de sensibilisation sur leur territoire des entreprises avec un bel événement qui a eu lieu en mars dernier pour pouvoir préparer cette consultation des entreprises. Donc avec également une finalisation du plan de financement, une recherche de garantie publique et l'installation d'une grue dans le village au premier semestre 2025. Donc, effectivement, plutôt dans un village rural très dynamique. Peut-être un point sur la question également posée sur l'ANA, parce que un des sujets peut-être que vous avez vu sur la slide précédente ou celle d'avant, aujourd'hui les coopératives ne peuvent pas bénéficier du fait de leur statut de financement de l'ANA. C'est à l'ordre du jour depuis quasiment un an pour un protocole expérimental pour l'ANA pour pouvoir financer les coopératives. Mais pour cela, il faut que ça passe dans leur conseil d'administration. Et ça a été repoussé, ça devait être fin 2023.
Et ça a été repoussé, donc on attend le prochain conseil d'administration avec impatience pour que ces modalités puissent évoluer et que les coopératives qui ont une partie, tout ou partie en réhabilitation puissent bénéficier de financement de l'ANA comme des personnes publiques, comme d'autres personnes physiques. Voilà pour ces éléments. Et donc, on arrive au terme de ce webinaire. Merci beaucoup à toutes les trois, Hélène, Candice, Sophie, et aussi en ligne au collectif 23 ANER de nous avoir apporté ces éclairages. Vous avez donc dans le chat cette note que vous pouvez télécharger. Vous pouvez aussi scanner le QR code qui est à votre écran, dans lequel vous pouvez retrouver toutes les ressources liées au programme, toutes les notes en cube qui ont été réalisées jusqu'à présent. Et nous vous invitons à 2 prochaines dates, le 25 juin sur la question des matériaux biosourcés et géosourcés, et le 9 juillet sur la question de l'équilibre financier dans le cadre d'une réhabilitation portée par des privés. N'hésitez pas à vous inscrire et à nous rejoindre. Évidemment, si vous ne pouvez pas participer, nous publions les replays de ces webinaires sur la chaîne YouTube du programme. Donc, pas de panique si jamais vous n'y êtes pas. Là, vous avez le lien pour le prochain événement. Encore une fois, merci à nos intervenantes et je vous souhaite un très bel après-midi. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.